Je vous remercie beaucoup de cet accueil aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour la présentation du cas et de garder espoir. En fait, je trouve que c'était une belle illustration, en fait, de ce que on va tenter d'aborder ensemble aujourd'hui. Je viens vous voir un peu de manière assez naïve sur cette notion d'espoir, parce que c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité autour de l'entretien motivationnel. Et de mon côté, je ne sais pas trop de quelle manière vous l'abordez et quelle est la place que l'espoir prend dans l'accompagnement que vous offrez auprès des personnes avec qui vous intervenez. Et donc, c'est un peu avec tout ça qu'on va cheminer ensemble durant cette présentation. Peut-être juste à titre pour me présenter, je suis Patrick Berthiaume. C'est la deuxième capsule là, que je fais autour de l'entretien motivationnel. On a fait une sur les troubles de personnalité limite et je crois qu'il y a également une autre capsule qui a été faite déjà dans les présentations écho autour de l'entretien motivationnel. Ça fait déjà plusieurs années que je m'investis euh, en entretien motivationnel. Je suis membre du MINT, qui est le Motivational Interviewing Network of Trainers. Et je fais partie du conseil d'administration et je m'investis beaucoup dans ces enjeux. Donc, c'est un peu avec tout ça que je viens vous voir aujourd'hui. J'espère, par cette présentation, de permettre de pouvoir un peu mieux identifier ce qu'est l'espoir, de voir un peu l'importance dans l'accompagnement de cette notion d'espoir, de voir différentes manières de l'aborder et de faire ce lien avec l'entretien motivationnel. Donc, je trouve ça peut-être juste d'une manière, en clin d'œil historique, revenir en fait que l'entretien motivationnel, que principalement William Miller en parle déjà depuis quelques années. Son premier ouvrage qu'il a fait sur comment intégrer la spiritualité dans l'accompagnement a un chapitre complet autour de l'espoir et je vais y revenir durant cette présentation-là. Et on dirait que depuis 99, il y a eu un temps où est-ce que, j'imagine que l'espoir était évidemment présent, mais qu'on en parlait un peu moins en entretien motivationnel. Dans la troisième édition qui est sortie il y a quelques années, les auteurs en 2013 ont abordé cette notion d'espoir. Et par la suite, en fait, dans le dernier ouvrage qui vient de sortir en 2021, sur les compétences essentielles pour l'entretien motivationnel pour donner les meilleurs résultats au niveau de l'accompagnement. Il y a eu ce suivi-là qui a été fait. Et plus récemment, avec la quatrième édition, donc je vais aussi revenir sur cet enjeu-là, mais au mois d'août dernier, les auteurs ont présenté la nouvelle édition de l'entretien motivationnel. Je trouve ça également important de souligner qu'il y a eu plusieurs présentations, des ateliers qui ont été faits. J'ai assisté en 2021 à un atelier qui a été animé par Denise Hurst et Stéphanie Wahab sur comment trouver, instiller et faire évoquer l'espoir. Et plus récemment, au dernier congrès virtuel de l'entretien de l'Organisation internationale, David Rosengren et William Miller ont présenté des notions autour de l'espoir et c'est un peu tout ça qu'on va parcourir ensemble aujourd'hui. Donc, avant d'aller plus loin, j'étais peut-être curieux de voir pour vous, en fait, si vous aviez un synonyme ou peut-être me partager un mot que signifie pour vous l'espoir, qu'est-ce que ça serait? Je vous invite à écrire dans le chat, en fait, soit un synonyme ou un mot que peut représenter pour vous l'espoir. Merci Isabelle, l'étincelle, l'avenir. Hmm. Lumière, souffle. Hmm. Merci beaucoup. Donc, c'est des belles représentations. J'aime bien cette idée de lumière, de souffle, d'horizon, de futur. Merci beaucoup. Rêve. L'espoir hein, peut signifier plusieurs choses. En fait, hein, il y a plusieurs synonymes qu'on pourrait reconnaître autour de cette notion d'espoir.
Et donc, c'est un peu ces notions-là sur lesquelles on peut essayer, en tout cas, tout de moins, dans l'accompagnement, pour moi, c'est déjà une piste de comment utiliser différents synonymes, de voir un peu qu'est-ce que ça signifie pour la personne qu'on accompagne, ce mot espoir, parce que pour plusieurs personnes, ça peut vouloir dire différentes choses. Essentiellement, en tout cas, avec le parcours que l'entretien motivationnel propose, il y a vraiment une notion autour de la confiance et autour de cette notion de croire qui est très au cœur de cette notion d'espoir. Les auteurs disent que l'espoir, c'est la croyance que le changement est possible. Et je trouvais ça intéressant de souligner que pour les auteurs, justement, ils mentionnent que la confiance va une étape plus loin. C'est non seulement que le changement est possible, mais que je peux faire quelque chose pour qu'il arrive. Et je trouvais que dans l'histoire de cas qui a été présentée, il y avait des choses autour de la notion de confiance, puis on va revenir un peu autour de tout ça ensemble. Dans les grandes nouveautés que l'entretien motivationnel propose cette année avec la nouvelle mouture que les auteurs ont développée avec le dernier ouvrage, les auteurs nous invitent en tout cas à reconnaître que et en tout cas, personnellement, depuis cette avancée, c'est un peu d'ailleurs dans la capsule quand on parlait de cette notion de sens, de qu'est-ce que ça représente, c'est quoi l'idéal de soi. Donc, d'essayer de voir, entre autres, dans l'entretien motivationnel peut être utile en ce sens-là. Dans les grandes nouveautés du dernier ouvrage, les auteurs ont changé le terme qu'il y avait dans l'esprit de l'entretien motivationnel, qui était anciennement l'évocation, pour le terme empowerment. Donc, je ne sais pas comment les traducteurs français vont traduire le mot empowerment, mais ce que les auteurs surtout veulent souligner dans cette notion d'empowerment, au Québec, on utilise quand même assez aisément ce terme-là, mais c'est cette notion d'aider les gens à réaliser et à utiliser ce qu'ils ont déjà en eux, en fait, et cette notion de soutenir la liberté de leur choix et de leur autonomie. Donc, vraiment, cette notion d'appropriation du pouvoir, d'être acteur de sa vie, donc le pouvoir d'agir. Donc, c'est cette notion d'empowerment que les auteurs ont voulu ajouter ou remplacer plutôt dans l'esprit de l'entretien motivationnel en pensant que cette notion d'évocation de la motivation fait partie de cette notion d'empowerment, donc qui ont apporté ce changement-là. Lors du dernier congrès international de l'entretien motivationnel, David Rosengren, qui a été une des personnes que les auteurs ont consulté pour réviser le dernier ouvrage, a partagé durant le congrès qu'il avait fait la proposition aux auteurs qu'au lieu d'utiliser le mot empowerment, d'utiliser le terme en anglais envisioning, que je trouve qui n'est pas nécessairement simple de traduire en un seul mot comme en anglais, de pouvoir le traduire en français, mais c'est cette idée de visualiser le futur. J'aime bien cette idée de se projeter positivement, en fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme regard. Et je me suis entretenu avec David pour essayer de mieux saisir en fait ce que ça comprenait. J'aime bien cette notion des mots, mais c'est aussi en fait de voir en quoi lui, David Rosengren, voyait que envisioning, dans son regard, l'empowerment fait partie prenante de cette notion d'envisioning. Et je trouve ça intéressant, cette notion d'accompagner la personne à se projeter vers le futur, à avoir des possibilités dans le futur. Donc, vraiment, et ce qui est au cœur de l'entretien motivationnel, donc la particularité ou la spécificité de l'entretien motivationnel qui passe d'une manière technique dans la notion d'amener la personne à évoquer plutôt du discours vers le changement, mais c'est cette notion de créer un mouvement vers l'avant, en fait. Hein, et je vous dirais qu'avec ce qui a été présenté, le mot qui m'est venu beaucoup, en fait, c'est cette notion d'aspiration. Et je vous dirais que ça m'a amené, en tout cas surtout avec le début d'année,
au lieu de réfléchir aux souhaits que je veux pour l'année à venir, qui souvent des souhaits deviennent très concrets, en fait, hein, on veut arriver à quelque chose d'assez précis, de plutôt réfléchir à des aspirations. Et c'est ce que j'aime de cette notion qu'on est en train de discuter autour de l'espoir, de comment créer l'aspiration, d'amener une personne, en fait, et ce qui me venait beaucoup en tête, c'est cette notion de créer l'attraction. En fait, j'ai souvent l'image, en fait, de l'entretien motivationnel, un peu comme quand on prend deux aimants et qu'on tente de les approcher l'une de l'autre et on sent l'attraction qui attire les deux aimants ensemble. Et pour moi, c'est un peu ça qu'on essaie de vouloir travailler dans l'accompagnement, de comment amener cette personne-là à créer plus d'attraction vers le meilleur d'elle-même, vers le changement qui est souhaité. Et notre rôle, c'est de créer un peu de faciliter à tout de moins cette attraction-là. Et donc, je trouve que la notion d'espoir vient vraiment importante dans ce qu'on est en train de discuter ensemble. Ce que les auteurs soulignent, c'est que de tous les facteurs prédictifs au changement, l'espoir serait l'un des plus puissants et que, heureusement, l'espoir, c'est quelque chose qu'on peut renforcer par la relation thérapeutique. Et la question qui me venait, que j'avais envie de partager avec vous, c'est qu'est-ce que vous faites pour susciter l'espoir de manière concrète en intervention? Les croyances en l'efficacité de la personne envers la démarche et envers le traitement comptent dans l'accompagnement qu'on peut faire. Et c'est un peu ça qu'on peut essayer d'avoir comme impact dans l'accompagnement et dans l'intervention pour vraiment augmenter le sentiment d'espoir. Dans les ateliers auxquels je vous ai partagé, que j'ai assisté entre autres à la présentation de David Rosengren, et il faisait une activité vraiment très intéressante que je souhaitais un peu expérimenter de manière écoutée avec vous. Mais souvent, l'espoir, c'est quelque chose qu'on travaille de manière implicite. Et David Rosengren nous invitait à essayer de mieux conscientiser à comment qu'on peut concrètement expliciter l'espoir, en fait. Et j'ai envie de revenir vers vous, en fait, et c'est là où est-ce que je vous disais en début de présentation aujourd'hui que je viens de manière un peu naïve vers vous. Personnellement, l'espoir a toujours fait partie, en quelque sorte, de ma vie, mais je n'ai jamais pris le temps de m'arrêter et de vraiment chercher à développer et à comprendre et à voir à comment j'arrive à vouloir augmenter l'espoir dans ma vie, en fait. Et donc, je vous invite, je vais vous laisser un 90 secondes de réflexion pour que vous reveniez vers vous-même. Donc, je vous invite à enlever l'enjeu d'accompagnement, d'intervention, donc de ne pas revenir à votre être professionnel, mais de revenir à votre être personnel, à comment vous-même, donc, dans les périodes où vous vous sentez peut-être un peu plus découragé ou que le chemin dans votre vie est peut-être pas toujours nécessairement clair ou qui est un peu long, ardu, comment de manière concrète vous arrivez à pouvoir amplifier l'espoir dans votre vie? Hein, donc, si vous pensez à l'idée de ben, je parle à des amis, ben, à qui concrètement parlez-vous en fait? Où est-ce que vous en parlez? Au téléphone, de manière virtuelle? De quelle manière? Qu'est-ce que vous dites pour que ça puisse vous aider à augmenter l'espoir? Qu'est-ce qui vous aide? Et de penser concrètement qu'est-ce que vous mettez en place dans votre vie pour pouvoir vous aider dans les périodes de vie qui sont des fois un peu plus difficiles. Et donc, je vous laisse un petit 90 secondes avec vous-même, uniquement pour vous inviter à y réfléchir et à vous recueillir avec vous-même sur qu'est-ce que vous mettez en place pour vous pour y arriver.
Donc, je vous remercie de l'expérience. Je vous remercie d'y avoir participé. Je ne sais pas quelle a été votre expérience. Personnellement, quand j'ai fait cette activité, donc David Rosengren me proposait dans son atelier d'en discuter pendant 10 minutes. Donc, comment discuter avec quelqu'un d'autre pendant 10 minutes de la manière concrète que l'on arrivait à pouvoir nous aider dans les moments difficiles à trouver de l'espoir pour pouvoir avancer. De mon côté, en tout cas, ça m'a vraiment permis de voir que j'avais jamais trop réfléchi de manière concrète à qu'est-ce que je mettais en place dans ma vie pour m'aider à pouvoir euh, avancer devant l'adversité ou devant les difficultés qu'on peut vivre. Et je vous dirais qu'après ce 10 minutes de discussion, le sentiment de confiance, de pouvoir sentir que je pouvais reposer sur moi, que j'avais les capacités à pouvoir faire quelque chose pour avancer dans la vie. En tout cas, ça a été une expérience extraordinaire. Puis ça m'a amené à réfléchir que dans les faits, on, on travaille beaucoup, on peut travailler beaucoup dans l'accompagnement face à l'espoir, mais d'accompagner une personne pour concrètement réfléchir à la manière dont on s'y prend, j'ai trouvé ça vraiment agréable comme activité. Ce que Bill Miller a présenté en fait autour de l'espoir, c'est qu'il est démontré, il serait démontré scientifiquement que les gens qui ont un haut niveau d'espoir ont tendance à être meilleurs pour résoudre les problèmes, à vivre une plus grande qualité de vie, même devant l'adversité, à être plus résilients, persévérants, à se défaire des difficultés dans le moment présent, à être plus engagés, satisfaits au travail et plus efficaces, à pouvoir trouver un sens et un but à la vie, à être plus créatif, à s'adapter, à être plus performant, se rétablir plus rapidement après une blessure importante et à atteindre de meilleurs résultats en psychothérapie. Donc, l'espoir est vraiment pas quelque chose de négligeable et qui pourrait être intéressant et important de le cultiver. Je trouvais ça intéressant. Donc, Bill Miller présentait, et donc, au passage, je trouve ça intéressant aussi de nommer que William Miller a parlé que d'ici la fin de l'année 2024, il allait sortir un livre uniquement consacré à l'espoir. Et donc, je trouvais ça intéressant dans cette notion de voir un peu la conjugaison entre l'espoir et la spiritualité que, en quelque sorte, en fait, c'est la jonction entre avoir confiance en la vie et avoir confiance en soi-même, et que l'espoir était bien relié à cette notion d'évocation de l'espoir, d'amener la personne à croire et à avoir confiance que le changement va apporter quelque chose, que la personne a les capacités d'y arriver et que je vais maintenir le changement que j'ai envie de mettre en place. Et donc, comment augmenter cette notion d'espoir en tout ça. Augmenter l'espoir est une chose et il y a aussi l'idée de préserver l'espoir, en fait. Parfois, puis je trouvais ça beau dans ce qui a été présenté dans le cas, donc de cette difficulté dans l'accompagnement à l'espoir et comment tenter de toujours préserver l'espoir et de faire attention, entre autres, d'arriver à un endroit où est-ce qu'on arrive à ne plus y croire et encore pire, quand la personne qu'on accompagne n'y croit plus et que nous-mêmes, comme intervenants, n'y croyons plus. Donc, la double perte de l'espoir. Et donc, comment se protéger de cette notion-là, de voir, en fait, hein, puis c'est peut-être une chose pour laquelle je vous invite d'essayer de voir comment que vous pouvez protéger ce qui peut contaminer l'espoir, hein. Des fois, entendre ce que les collègues peuvent nous dire, lire dans le dossier, entendre toutes sortes de choses peut avoir un impact sur l'espoir qu'on peut avoir envers la personne qu'on accompagne et comment protéger cette notion d'espoir est aussi une chose importante. Dans cette notion d'espoir, en fait, de préserver l'espoir, j'avais en tête de me dire quand on n'a plus d'espoir, on est désespéré et qu'est-ce qui nous amène au désespoir? C'est souvent le découragement. Et donc, en quelque sorte, on pourrait dire qu'avoir de l'espoir, c'est avoir du courage, hein. Et donc, je trouve ça important aussi de faire ce lien entre l'espoir et le courage et que le courage, la bravoure vient avec une part d'anxiété, vient avec une part de peur. Et donc, comment se sécuriser et se rassurer envers ce qui est devant soi, c'est un peu cette notion qui est liée à l'espoir. Donc, dans les choses, en fait, dans les actions qu'on peut poser, il y a cette idée de demander concrètement, comme je l'ai fait avec vous, de comment que la personne arrive concrètement à trouver de l'espoir dans sa vie. Qu'est-ce qui l'aide quand elle se sent découragée?
tenter de valoriser la personne, de revenir sur des succès du passé. Les auteurs, hein, malgré le fait qu'en entretien motivationnel, souvent on a tendance à plutôt encourager de réduire l'utilisation du je en tant qu'intervenant, les auteurs nous revenaient sur l'idée que de revenir plus souvent vers la personne et de lui dire, hein, je pense que vous avez les capacités d'y arriver, j'ai confiance que ça va être quelque chose pour le mieux pour vous. Donc, de parfois aussi s'inclure en tant qu'intervenant sur le regard qu'on porte sur la réalité de l'autre est une chose qui peut être aidant sur le fait d'augmenter l'espoir. Donc, je trouve ça également important de souligner la différence entre l'espoir comme un résultat et l'espoir comme un état d'être. Donc, hein, d'amener la personne à se positionner sur une nuance entre le futur de la vie et la future de soi, en fait. J'aime bien, en fait, une des choses que je propose, c'est cette idée de dire à la personne, imaginons que je te retrouve dans 2 ans, comment pourrais-tu me décrire, pas tellement ta vie, mais plutôt le genre de personne que tu aimerais être? Et de faire cette nuance-là dans l'histoire de cas, il y avait cette discussion-là et je trouve ça important. Des fois, on a l'importance de nuancer entre l'aspect identitaire et l'aspect comportemental de la personne, qui n'est pas toujours facile, en fait. Et dans ce sens-là, on peut aussi aider la personne en disant, ben, parle-moi un peu de la présence de la joie, de ta capacité à gérer des émotions, le regard que tu peux porter sur la vie, ton interaction avec les autres, la présence de l'amour en tant que tel dans ta vie. Quel genre de personne aimerais-tu être, en fait? Et de revenir moins des fois sur des aspects concrets, comportementaux, d'être en couple, d'être sobre ou de revenir sur des choses qui sont des fois plus comportementales et de revenir plutôt sur l'élément de la vie. Et donc, c'est un peu cette notion-là qu'on peut essayer de travailler en accompagnement qui peut être intéressant. Donc, pour terminer, les auteurs, en fait, nous reviennent sur cette idée que dans l'accompagnement, on peut, entre autres, aider la personne à offrir un autre angle de vue pour que ça puisse permettre de donner un autre sens sur l'accompagnement et sur le futur qui est devant la personne. On peut aider la personne à évoquer un peu un sens de soi, en fait, qui va au-delà du problème, en fait, d'aller au-delà des difficultés qui sont là en ce moment. Et ce que j'aime bien aussi, c'est offrir de l'espoir ou accorder à l'autre la croyance en lui jusqu'à ce qu'il puisse croire en lui-même. Et il cite dans le livre, entre autres, une patiente qui a dit: Merci d'avoir cru en moi jusqu'au moment où j'ai pu croire en moi-même. Et donc, je trouve ça vraiment beau de vous offrir cette idée. J'ai intitulé cette présentation L'espoir et la bougie parce que donc dans l'atelier de Denise Hurst, elle nous demandait d'apporter un objet qui pouvait identifier l'espoir et que cet objet-là, quand on le regardait, il pourrait nous ramener cette notion d'espoir à notre vie. Et l'objet que j'avais choisi à l'époque, c'était la bougie, donc cette notion de, contrairement à l'ampoule, en tout cas, qui est quelque chose de plus naturel, qui est quelque chose qui offre de la chaleur, mais que souvent, qu'on peut avoir entre nos mains, qui, dans les périodes un peu plus obscures, nous aide à avoir de la lumière. Et donc, et ça me fait penser aussi à la bougie quand c'est nos anniversaires et qu'on souffle pour pouvoir espérer ce qu'on souhaite pour l'année à suivre. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci de votre participation. Je ne sais pas si on a le temps pour des réflexions ou des questions ou commentaires, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick, pour votre présentation. On peut certainement prendre une petite minute là, si jamais les gens ont une question ou un commentaire qu'ils souhaitent dire de vive voix. On voit quelques commentaires qui émergent sur le chat. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole?